Donc ici, c'est une roche calcaire. On voit qu'il y a de l'argile qui est déposée dessus. Et donc je l'ai récupéré à un endroit où le calcaire était en partie altéré. On va tester sa dureté par rapport au verre. Donc vous vous rappelez, on se met sur la paillasse, on prend l'échantillon, on appuie donc sur la lame de verre, on enlève la poussière. Et là, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il n'y a pas de rayure, donc je n'ai pas réussi à rayer le verre. Donc ça veut dire que ma roche calcaire est moins dure que le verre. Donc ici, on a un calcaire. Vous reconnaissez la présence un petit peu de traces de fossiles, d'empreintes de fossiles à ces différents endroits. Donc j'ai décidé de le sacrifier à la science et de faire un test pour l'acide à froid, donc avec des produits ménagers. Donc c'est de l'acide phosphorique et non pas de l'acide chlorhydrique. Donc vous voyez que ça fait effervescence, qu'on a une mousse qui se fait tout de suite. Et donc l'acide est en train de dissoudre le carbonate de calcium. Donc c'est bien du carbonate donc ici de calcium. Donc l'effervescence à l'acide démontre simplement la présence d'un carbonate. Et donc là je vous confirme que c'est un calcaire, un carbonate de calcium. Avec le calcaire qu'on avait pris pour tester la dureté, donc j'y vais. Donc là aussi, vous devez voir l'effervescence avec la mousse qui se produit. Donc on a là aussi démontré que c'était une roche carbonatée. Les roches carbonatées. Ce sont des roches qui vont faire effervescence à l'acide dilué à froid. Plusieurs classifications sont possibles. La classification de Folk, elle tient compte de ce qu'on appelle les allochèmes. Un allochème, c'est une particule, un fragment, un claste. Un claste, c'est un fragment aussi, un grain. Bref, c'est le truc qui va être reconnaissable dans la roche et qu'on va chercher à identifier. La classification de Folk est fondée sur la nature de ces éléments figurés, mais aussi sur la nature de la phase de liaison. Sur la première colonne, vous voyez que les natures s'affichent pour les allochèmes. Un bioclaste, c'est le reste de coquille ou d'un test, donc c'est biologique, c'est le squelette d'un être vivant finalement. Ce qu'on appelle un noolithe ou un nooïde, c'est quelque chose qui a une forme de bille avec une organisation qui va être concentrique. Les péloïdes ou pelotes fécales, les pélotes fécales finalement c'est les petites crottes que va laisser une petite bestiole, par exemple un crabe sur une plage. Donc ça a une forme d'œuf en quelque sorte. Intraclastes, ce sont des fragments divers qui sont autre chose que les tests et les coquilles. Donc ça peut être par exemple des fragments de roche. Et pour le calcaire formé in situ, eh bien là il faut comprendre qu'on a affaire à des organismes qui construisent eux-mêmes donc la roche. Donc le premier argument, ce sont donc les clastes. Le deuxième argument, c'est ce qui cimente ces clastes, la phase de liaison. Folk distingue le liant avec des cristaux de taille donc supérieure à 4 micromètres, donc des cristaux qu'on peut voir au microscope, et un liant où les cristaux sont plus petits que 4 micromètres. C'est ce qu'on va appeler finalement une boue. Alors, si la phase de liaison est formée d'une boue qui s'est déposée en même temps que les autres éléments, on parle de matrice ou de micrite. Quand on observe plutôt des petits cristaux de calcite, et en fait ils se sont mis en place après le dépôt, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les éléments qui sont tombés sur le substratum, et puis ensuite ils ont été cimentés entre eux. Et donc là on parle de ciment ou de sparite. Donc un petit truc à savoir, c'est que à l'œil nu, une matrice apparaît plutôt sombre, d'ailleurs au microscope aussi, et puis elle apparaît plus mate, alors qu'un ciment, à l'œil nu, sont des cristaux, donc c'est plutôt translucide, ça laisse passer la lumière, et même en microscope, on les voit plutôt clairs quand on est en LPNA, lumière polarisée non analysée. Et donc le nom que l'on va donner à la roche quand on utilise la classification de Folk est formé par un préfixe qui désigne les éléments figurés principaux et un suffixe qui désigne la nature de la phase de liaison, donc une sparite ou une micrite. Et donc par exemple pour un bioclaste, rattachés entre eux par une boue, on va dire que c'est une biomicrite, et si les bioclastes sont liés entre eux par des petits cristaux, à ce moment-là, on va parler de biosparite.
Donc ici, on est au microscope et donc vous voyez sur la photo de gauche, donc les éléments figurés sont des nummulites, donc ce sont des tests de foraminifères, donc c'est d'origine biologique, et ils sont reliés entre eux par quelque chose qui apparaît sombre. Et donc, si vous avez retenu ce qu'on a dit avant, c'est plutôt une boue, et donc on va utiliser le terme de micrite. Donc là, c'est une biomicrite. Si on regarde le cliché de droite, on reconnaît des structures arrondies en forme d'œuf, donc des zoolites. Donc les éléments figurés sont des zoolites. Et par contre, on voit qu'ils sont liés entre eux par quelque chose qui apparaît clair au microscope. Donc ça va être un ciment ou une sparite. Donc là, on va parler de oosparite. La classification de Folk va être complétée et souvent combinée avec la classification de Dunham. Donc la classification de Dunham correspond à une approche différente. Cette fois-ci, la nature des grains carbonatés n'est pas prise en compte. On considère que ce sont des simples particules sédimentaires et en fait, ce qui va importer, c'est l'architecture qui va être définie par les rapports entre les grains. Est-ce que les grains sont jointifs entre eux, c'est-à-dire est-ce qu'ils se touchent ou pas? Et la présence ou non d'une boue carbonatée. Donc là, on retrouve la boue carbonatée que Folk utilisait aussi dans sa classification. Donc, est-ce qu'il y a une sparite ou pas? Donc, vous voyez dans ce tableau que le premier critère, c'est de savoir si les éléments figurés ou les grains ou halochem sont liés entre eux ou pas au moment du dépôt. La présence ensuite d'une boue carbonatée ou pas. Donc s'il n'y a pas de boue carbonatée, ça veut dire qu'on a une cristallisation par un ciment avec la classification de Folk, donc des petits cristaux. Et on regarde ensuite si ces éléments sont jointifs ou pas, donc s'ils ne se touchent pas, comme ici à gauche, ou est-ce qu'ils se touchent, parce qu'en fait il y en a beaucoup, c'est ce qu'on a à droite. Et donc s'ils ne se touchent pas, est-ce qu'il y en a moins de 10%? Et du coup, finalement, c'est un petit peu un coup de chance de tomber dessus et de pouvoir les identifier. Et du coup, on a une roche qui est essentiellement constituée d'une boue. Donc mud, c'est la boue, mudstone. Ou est-ce qu'il y a plus de 10% d'éléments figurés, mais en fait, il n'y en a pas non plus tant que ça, puisque ça explique qu'ils ne se touchent pas encore. On parle de wakestone. Si on en a beaucoup plus, à ce moment-là, ils vont être obligés de se toucher les uns les autres. Et on a toujours quand même cette boue carbonatée qui les relie. On parle de packstone. Et enfin, si il y a autant d'éléments que dans le packstone, mais que entre ces éléments, ce n'est pas une boue qui apparaît foncée au microscope ou à l'œil nu, mais plutôt donc des petits cristaux qui les rejoignent, donc un ciment cristallisé, on parle de grainstone. Et enfin, dans cette classification, si on a affaire à un calcaire qui est construit par les organismes, comme un récif corallien par exemple, on va parler de boundstone. Donc, ce qui est intéressant dans cette classification de Dunham, c'est qu'elle peut être mise en relation avec le faciès des plateformes carbonatées et surtout les conditions dans lesquelles les dépôts se sont faits. Donc, on met en relation avec le milieu de dépôt. Donc ici, vous avez deux exemples de plateformes carbonatées. La plateforme carbonatée ici avec une rampe, donc c'est incliné et il n'y a pas de récif corallien ici. Et le deuxième exemple, on voit qu'on n'a pas une pente régulière, on a un relief qui est constitué par le récif corallien. Donc si on doit retenir un seul exemple, c'est la plateforme avec la barrière de corail qu'il faut retenir. Donc ce qui va être important, c'est de voir les limites ici. La limite des vagues de tempête, ça veut dire que s'il y a une tempête, eh bien au-delà de cette profondeur, donc sur la gauche, les vagues n'ont plus d'effet et ne peuvent plus rien changer aux dépôts qui vont se faire. La tempête, elle a un effet sur la partie droite du schéma. La limite ici, donc la limite des vagues de beau temps, eh bien donc évidemment c'est la profondeur limite au-delà de laquelle, donc sur la partie gauche, ces vagues n'ont plus d'effet. Donc là, il n'y a aucun effet des vagues de beau temps. Et sur la droite, c'est la partie où les vagues de beau temps ont quand même un effet. Donc voilà pour ces deux limites. Et donc le récif est une troisième limite. Et finalement, du côté droit du récif, on est sur la plateforme. Quand on est près de la plage, c'est la plateforme interne. Quand on est près du récif, c'est la plateforme externe. Au-delà, on va être donc dans la zone de pente, puis dans le bassin qui caractérise donc cette plateforme carbonatée avec un récif. Et donc, si on regarde en dessous avec les légendes la répartition des faciès selon la classification de Dunham, on se rend compte que
Les bandstones sont dans la zone, avec les grainstones et zoolites, dans la zone où l'hydrodynamisme est le plus important, c'est-à-dire que c'est une zone de très fort courant. Et quand on se rapproche de la plage, petit à petit, on a des grainstones et des packstones, puis des wetstones et des mudstones. On va vers des faciès qui ont un niveau d'énergie plus faible. Et puis, inversement, si on part du récif et qu'on s'éloigne vers le bassin, on va vers un dépôt de mudstone. Donc ça, ce sont des milieux plutôt calmes, avec peu de courant, alors que vers le récif, on avait un courant très fort. Donc l'intérêt de la classification de Dunham, c'est de nous donner une idée de où, dans ce schéma, le dépôt a pu se faire. Donc quelques photos pour un petit peu mieux comprendre donc ces termes. Donc mudstone, c'est une boue, ça va nous donner donc un calcaire ici lithographique par exemple, très très fin. Donc on reconnaît aucun élément à l'œil nu, simplement une boue carbonatée. Un wetstone, comme ici au microscope, on reconnaît des structures, donc là on a des tests de foraminifères, mais on voit qu'ils ne se touchent pas les uns les autres, et on voit qu'entre eux, il y a une boue qui apparaît foncée. Donc ceci est un wetstone, parce que finalement, il y en a encore assez peu, il y a beaucoup de boue, donc il y a environ, on va dire, entre 10 et 30-40% d'éléments figurés. Quant à l'œil nu ici, on voit dans ce calcaire à numulite que les numulites se touchent les unes les autres et qu'il y a finalement assez peu de boue, et donc elles sont jointives, ces numulites, eh bien on a affaire à un packstone. Tout en bas, vous avez un calcaire oolithique avec les oolites, donc on voit des petits grains ici à l'œil nu, au microscope on verrait clairement que ce sont des oolites, ils sont complètement jointifs les uns par rapport aux autres. C'est une roche qui apparaît très claire, on ne voit pas de boue, et au microscope, on pourrait voir que c'est un ciment qui les relie. Donc ceci est un grainstone. Et enfin, à droite, ici on a une structure en chou-fleur, un petit peu en surface, avec des lamines reconnaissables. Ceci est une stromatolite, c'est un calcaire bioconstruit, c'est un bandstone.